Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va voir deux nouvelles choses. La première, c'est l'opérateur de résolution de portée. S'ensuit la notion d'espace de nom. On va commencer par voir ce que c'est que l'opérateur de résolution de portée, dont on s'est servi en fait plein de fois sans même s'en rendre compte. Par exemple, lorsqu'on utilisait le mot-clé STD, STD pour Standard Library, c'est la librairie standard C++ en fait. Donc dès qu'on utilisait cout, l'objet cout, l'objet cin, endel, toutes ces choses-là, en fait, ça vient de la bibliothèque standard C++. Implicitement, on se sert de l'opérateur de résolution de portée dès qu'on fait appel à ces objets. On l'a bien vu, si je fais par exemple std cout et que j'affiche quelque chose à l'écran, ici implicitement, regardez, on se sert effectivement de std, donc qui est la bibliothèque standard C++, et cout. Ceci est en fait un opérateur de résolution de portée. On va donner un exemple plus simple pour que vous voyez vraiment comment ça marche. Si par exemple ici je déclare une variable globale qu'on va appeler par exemple a, vous verrez pourquoi je l'appelle comme ça, parce que je veux justement qu'il y ait un conflit, vous allez comprendre pourquoi, que je lui assigne par exemple la valeur de 10, ici dans notre programme, dans le main, je vais déclarer une portée, un scope, dans lequel je vais déclarer une autre variable de même type que je vais aussi appeler a. Int a égale 5 par exemple, et là je vais afficher la variable a. À votre avis, quelle variable va s'afficher? Parce que là on a déclaré deux variables qui ont le même nom en fait. On a déclaré la première variable a qui est une variable globale qui est à l'extérieur de notre programme, à l'extérieur de notre main, et à l'intérieur des accolades de la portée, j'ai déclaré une variable locale qui porte le même nom que la variable globale qui se trouve à l'extérieur de notre programme. Donc si je lance maintenant le programme, 5 s'affiche. 5, c'est la valeur de notre variable locale. Pourquoi? Parce que les variables locales ont une priorité sur les variables globales lorsqu'on se trouve dans leur scope, dans leur portée. Maintenant, je vais modifier un petit peu cette ligne et je vais rajouter qui est l'opérateur de portée dont je parlais précédemment. Maintenant, si je lance le programme, on a la valeur de 10 qui s'affiche. Donc, effectivement, cette fois-ci, ce n'est plus notre variable locale qui s'affiche dans notre cout, c'est bien la variable globale. Bon, du coup, ici, on a vu le premier aspect, la première utilité de l'opérateur de portée. L'opérateur de portée, comme on le voit ici, ça permet en fait de faire appel à une variable globale lorsqu'il y a un conflit de nom avec une variable locale lorsqu'on se trouve dans la portée de cette variable locale. Vous voyez bien qu'on a une variable locale qui s'appelle a, on a aussi une variable globale qui s'appelle a, et en fait, étant donné qu'il y a un conflit de nom, pour éviter toute ambiguïté, le compilateur va donner la priorité lorsqu'on fait simplement appel au nom de la variable comme ceci, à la variable locale. Pour utiliser la variable globale, il faut utiliser l'opérateur de résolution de portée . Donc ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, ça va nous permettre, bon, c'est un petit peu lié, parce que finalement, en fait, l'opérateur de portée a le même rôle, quel que soit le contexte dans lequel on l'utilise, mais le deuxième contexte dans lequel on peut l'utiliser, c'est pour faire appel à une méthode, à une fonction ou à une variable, à des membres faisant partie d'un espace de nom. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir enchaîner sur justement la notion d'espace de nom, qui est un petit peu la notion principale qu'on va voir dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est qu'un espace de nom? En fait, un espace de nom, c'est une région, c'est un bloc auquel on va donner un nom et qui va en fait encapsuler des données. Ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre déjà d'éviter des conflits lorsqu'il y a plusieurs fonctions, par exemple, qui ont le même nom, plusieurs objets qui porteraient le même nom. Le fait de les mettre, de les inclure, de les implémenter à l'intérieur d'un espace de nom, ça va nous permettre de ne pas les confondre, de préciser au compilateur de quelle fonction, de quel objet on parle. Je vais prendre un exemple tout de suite. On va déclarer deux espaces de nom. On va déclarer le premier espace de nom, donc là je vais me débarrasser de cette variable. Donc premièrement, comment est-ce qu'on déclare un espace de nom? Eh bien on commence par le mot-clé namespace, comme ceci, donc espace de nom en anglais. On lui donne un nom à cet espace de nom, on va l'appeler orange, vous allez comprendre pourquoi, c'est un petit exemple tout bête, et on ouvre les accolades. À partir de maintenant, ici tout ce qui se trouve dans les accolades de notre espace de nom orange appartiendra à l'espace de nom orange, et si on ne précise pas le mot-clé using que je vais introduire dans quelques instants dans notre programme pour accéder à une fonction, à une variable, enfin à un membre quel qu'il soit se trouvant dans l'espace de nom orange, on n'y aura pas accès. Un petit peu lorsque on essaye d'appeler un membre qui est privé appartenant à une certaine classe. Là c'est pareil, données sont abstraites, on n'aura pas accès à ces données-là si on ne précise pas le nom de l'espace de nom qu'on utilise. Je vais déclarer une fonction à l'intérieur de notre espace de nom orange qui va simplement afficher un texte, et ce texte ça va être, donc on va appeler cette fonction displayFruit, qui ne prend pas d'argument, et dans cette fonction je vais simplement faire std cout, je suis une orange. Voilà, tout simplement std endel comme ceci. Je vais déclarer un second espace de nom, namespace. Celui-là, je vais l'appeler pomme, et à l'intérieur, je vais déclarer une fonction qui aura exactement le même nom que la fonction qui est déclarée dans l'espace de nom orange, displayFruit. Et ici, je vais faire std cout, je suis une pomme, endel.
Et c'est là qu'entre en jeu le nouveau mot-clé dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le mot-clé using. Donc avant d'utiliser nos deux namespaces, nos deux espaces de nom, je vais vous montrer quelque chose. Ici, avant le main, je vais écrire ceci, using namespace std. Ce que je viens de dire là au compilateur, c'est qu'en fait, je veux qu'il utilise l'espace de nom std, donc de la bibliothèque standard C++, comme espace de nom par défaut dans mon programme. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne vais plus être obligé de faire ceci, regardez. Je vais pouvoir me séparer de std:2.2.cout, je vais pouvoir me séparer de std:2.2.endel, et en fait, de tous les objets, de tous les membres, de toutes les variables qui viennent de std, je n'aurai plus besoin de préciser std:2.2. avant. De la même manière, par exemple, si je veux déclarer un string, donc normalement je ferai std:2.2.string, et bien là je peux me contenter de faire string, voilà, mot par exemple, comme ceci, et il comprend très bien que lorsque j'utilise le mot-clé string, en fait, je fais référence à la classe string qui se trouve dans la bibliothèque standard de C++. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est dangereux de faire ça, et pourquoi lorsqu'on utilise en particulier la bibliothèque standard C++ std, il vaut mieux toujours utiliser std:2.2. avant, parce que cette bibliothèque contient énormément de fonctions, énormément de classes, énormément d'objets. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit avec d'autres bibliothèques que vous implémenteriez ou des bibliothèques que vous allez vous-même coder, le mieux c'est de toujours utiliser le mot-clé std:2.2. pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit et qu'on ne confond pas, que le compilateur ne confond pas avec une autre fonction lorsque vous faites appel à l'aide. Donc ici, il y aurait une autre solution. Si par exemple, je veux simplement préciser à mon compilateur que je veux m'affranchir de std:2.2. lorsque je veux utiliser cout ou je veux utiliser endel, je ne veux pas en fait, si vous voulez, qu'il considère toute la bibliothèque standard std par défaut, je peux modifier ceci en écrivant using std:2.2.cout. Si par exemple je veux m'affranchir de l'appel à std:2.2. uniquement pour l'objet cout, je peux aussi le faire par exemple pour endel. Si jamais j'estime que std::cout et std::endel vont être appelés beaucoup de fois dans mon programme et que ces deux objets-là en particulier, je veux m'affranchir de l'appel à l'opérateur de résolution de portée sur la bibliothèque standard, je peux faire comme ceci, using std:2.2.endel. Voilà. Et là, en fait, effectivement, comme vous pouvez le voir maintenant dans mon programme, le mot-clé string, il ne le comprend plus parce que je n'inclus plus par défaut l'intégralité de la bibliothèque standard. Je n'inclus que l'objet cout et l'objet endel. Si je voulais, évidemment, me servir également de la classe string, je pourrais faire using std:2.2.string. Et là, on n'aurait plus d'erreur. Il comprendrait bien évidemment que le mot-clé string fait référence à la classe string qui se trouve dans la bibliothèque standard C++. Alors, à présent, on va se servir des deux espaces de nom que j'ai déclarés plus tôt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser au compilateur qu'on veut que notre espace de nom orange et notre espace de nom pomme soient les espaces de nom par défaut qu'il va utiliser. Donc, ce qui veut dire qu'on va s'affranchir de l'appel au nom de l'espace de nom suivi de l'opérateur de résolution de portée. Tout d'abord, avant de faire ça, appelons nos espaces de nom et appelons la fonction displayFruit, qui se trouve dans nos deux espaces de nom. Donc, pour ce faire, il me suffit simplement, si je veux appeler par exemple la fonction displayFruit qui se trouve dans l'espace de nom orange, je n'ai qu'à faire orange, donc opérateur de résolution de portée, suivi de la fonction displayFruit, comme ceci. Et là, si je lance mon programme, voilà, vous voyez que je suis orange, s'affiche bien avec succès à l'écran. Maintenant, de la même manière, si je veux appeler la fonction displayFruit se trouvant dans l'espace de nom pomme, et bien simplement j'appelle le nom de l'espace de nom suivi de l'opérateur de portée, displayFruit, et si je lance mon programme, je vais avoir les deux messages qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, je suis une orange, je suis une pomme. Maintenant, regardez, si ici je fais using namespace orange et using namespace pomme, dorénavant, étant donné que j'ai spécifié au compilateur que ces deux espaces de nom là sont des espaces de nom qu'il prend par défaut, donc c'est-à-dire que on peut maintenant s'affranchir de l'appel au nom de l'espace de nom suivi de l'opérateur de résolution de portée, pour les deux espaces de nom, eh bien je pourrais faire ceci. Le problème, regardez, c'est que là en fait on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs instances de la fonction displayFruit. Évidemment, si je me sépare du namespace pomme, effectivement il n'y a plus d'erreur. Pourquoi? Parce que on a précisé au compilateur qu'on voulait utiliser l'espace de nom orange comme espace de nom par défaut, et étant donné qu'il n'existe pas de conflit avec d'autres fonctions, eh bien il ne retourne pas d'erreur. Là en fait pour lui c'est comme si on faisait appel deux fois à la fonction displayFruit qui se trouve dans l'espace de nom orange. Néanmoins, si maintenant j'enlève le commentaire, je décommente ma ligne plutôt, eh bien là il va retourner une erreur, et cette erreur va dire plusieurs instances de la fonction surchargée displayFruit correspondent à la liste d'arguments fonction. Donc là regardez, on voit orange ::displayFruit, et la ligne suivante
quand on voit fonction pomme display fruit. On voit qu'en fait, il sait pas quelle fonction choisir. On a précisé au compilateur qu'on voulait utiliser par défaut 2 espaces de nom, et dans ces 2 espaces de nom là, il se trouve qu'on a 2 fonctions qui ont exactement le même nom, donc qui ont exactement la même signature en fait. Donc au lieu de choisir arbitrairement l'une des 2 fonctions, il préfère nous retourner une erreur pour qu'on puisse nous-mêmes corriger cette erreur en lui disant, alors voilà, ici par exemple c'est orange display fruit, c'est cette fonction là qu'on veut appeler, et ici par exemple c'est pomme display fruit qu'on veut appeler. Donc là, si on précise explicitement de quelle fonction on parle, il ne va pas retourner d'erreur, puisque là il sait très bien qu'il doit aller chercher la fonction display fruit qui se trouve dans l'espace de nom pomme, et là de la même manière il sait très bien qu'il doit aller chercher la fonction display fruit qui se trouve dans l'espace de nom orange. Donc l'utilisation du mot-clé using peut être dangereux si vous utilisez beaucoup de bibliothèques. Encore plus dangereux si vous utilisez la bibliothèque standard C++, std, parce que je crois qu'il y a 50 000 lignes juste dans IOStream, donc imaginez, il y a plusieurs centaines de fichiers dans la bibliothèque standard, imaginez le nombre de fonctions potentiellement portant le même nom. Et en plus de ça, si vous incluez d'autres bibliothèques, soit des bibliothèques d'autres API, d'autres frameworks, ou des bibliothèques que vous avez vous-même codées, la probabilité que plusieurs fonctions aient le même nom, ou que plusieurs objets ou variables aient le même nom, est de plus en plus élevée. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas utiliser using namespace std par exemple, parce que la bibliothèque standard étant extrêmement vaste, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'il y ait des conflits entre des noms de fonctions qui existent dans la bibliothèque standard C++ par exemple, et des fonctions que j'aurais moi-même implémentées, ou des bibliothèques que j'aurais inclus dans mon projet. Alors une dernière chose avant de terminer cette vidéo, il y aurait d'autres choses à dire sur les espaces de nom, comme les alias d'espaces de nom, les espaces de nom anonymes, on va pas les voir dans cette vidéo, c'est quand même des notions qui sont assez spécifiques, on les utilise pas très souvent. Les alias d'espaces de nom un peu plus, donc on les verra dans des vidéos, mais je pense que je ferai pas une vidéo dédiée à ça, j'en parlerai dans une vidéo future lorsque l'occasion se présentera. Les espaces de nom anonymes, par contre, ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise vraiment dans des cas très particuliers, on les utilise pas très souvent, donc j'en parlerai peut-être dans une vidéo future, mais j'en ferai certainement pas un topic d'une vidéo entière. La seule notion dont je voulais vous parler avant de terminer cette vidéo, c'est les espaces de nom imbriqués. Donc ça c'est très rapide, il faut savoir que dans un espace de nom, on peut déclarer un second espace de nom. Donc on appelle ça des espaces de nom imbriqués, au même titre par exemple que des nested loops, des for loops dans des for loops, enfin des boucles for dans des boucles for, c'est tout à fait possible de le faire. Là par exemple, si je fais namespace sanguine par exemple, bon bah là c'est orange sanguine par exemple, et bien là je déclare une variable, je ne sais pas, A, peu importe, c'est juste pour vous montrer un exemple. Là si je veux en fait faire appel à cette variable là, imaginons que je veuille l'afficher dans mon programme, donc je vais me débarrasser de tout ceci, je fais en fait orange, le premier espace de nom, ensuite je rentre dans le second, parce que c'est un espace de nom aussi, qui est imbriqué dans orange, A. Là par exemple, regardez, si je veux l'afficher, je fais simplement std cout std endl, et là si je lance mon programme, voilà, j'ai bien la valeur de 5 parce que effectivement notre variable A dans l'espace de nom sanguine, qui lui-même est imbriqué dans l'espace de nom orange, contient la valeur de 5. Voilà, c'est intéressant à savoir, c'est intéressant qu'il est possible d'avoir des espaces de nom imbriqués. Donc on va s'arrêter là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao ciao.